Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle James Rubin. Je représente l'Union alsacienne de New York. J'ai l'honneur d'être accueilli ici à la Hispanic Society of America. Je suis avec son nouveau directeur, qui est un originaire d'Alsace, M. Guillaume Kintz. Bonjour. Bonjour. Et je vais lui poser quelques questions en commençant avec l'Alsace. Monsieur Kintz, d'abord félicitations pour avoir assumé ce poste si important dans la ville de New York, dont la population hispanique est énorme. Mais on se demande pourquoi ou comment un Européen originaire de Strasbourg, en Alsace, est venu non seulement à devenir spécialiste de l'art espagnol, mais est venu aux États-Unis, a été attiré aux États-Unis pour finalement devenir directeur de cette institution. Je pense tout d'abord que les Alsaciens, nous sommes très curieux, nous sommes très aventureux, nous sommes confrontés directement à des frontières naturelles et administratives et politiques, et donc assez naturellement, on a envie de traverser ces frontières, et parfois on est visité par nos voisins aussi. Donc en fait, sortir de chez soi et s'ouvrir au monde est un peu une seconde nature ou une première nature pour les Alsaciens, et d'ailleurs, l'Union alsacienne de New York en est une preuve. Les Alsaciens sont partout, sont vraiment répandus à travers le monde et sont souvent des gens très actifs à travers le monde dans leurs différents domaines. Donc mon cursus est le suivant. J'ai grandi à Strasbourg, puis dans la campagne à côté de Molsheim, à Ernolsheim-sur-Bruche exactement, et j'ai entamé des études à l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Ça a été mon premier cursus. Et ensuite, j'ai découvert l'histoire de l'art. Je connaissais les musées, mes parents m'emmenaient au musée et visitaient les monuments historiques, mais l'histoire de l'art comme une discipline, je l'ai découvert un peu par hasard en accompagnant un ami à un cours au Palais U à Strasbourg. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est passionnant, je vais en faire ma vie. Donc, j'ai fait un premier cursus d'histoire de l'art à Strasbourg. Ensuite, j'ai fait un Erasmus à Rome. Et après Rome, je me suis installé à Paris où j'ai préparé le concours pour devenir conservateur du patrimoine en France. J'ai travaillé un peu en Auvergne pendant 2 ans, et puis j'ai rejoint le Louvre, où j'ai passé presque 10 ans avant de partir pour les États-Unis, d'abord au Texas, à Fort Worth, où j'ai travaillé pendant 2 ans, et puis très récemment, je suis arrivé à New York pour prendre la tête de la Hispanic Society Museum and Library. Pour poursuivre un peu ma première question, alors l'Alsace, Paris, Rome, à quel moment est-ce que l'Espagne et l'art espagnol entrent dans votre cursus? Alors c'est vraiment arrivé par hasard. Bien sûr, au musée de Strasbourg, il y a de très beaux tableaux espagnols, il y a un Greco magnifique, il y a un Goya magnifique, il y a 2 tableaux de l'atelier de Zurbaran, mais ça ne m'a jamais attrapé l'œil auparavant. C'est vraiment quand j'étais à Rome et que je travaillais sur la peinture italienne que je me suis intéressé à un artiste qui était considéré un suiveur de Caravage. Et à l'époque, tout le monde pensait qu'il était nordique, peut-être même français, peu importe. Et puis, il s'appelait le maître du jugement de Salomon. Il n'avait pas de nom. C'était un artiste anonyme, le maître du jugement de Salomon. Et un historien de l'art italien, Gianni Papi, a réussi à faire la preuve, et ça c'était juste l'année ou juste après que j'ai été à Rome, que cet artiste c'était Giuseppe Ribera, donc un artiste espagnol. Celui que tout le monde imaginait nordique, flamand, français, peu importe, était en fait espagnol, et je m'étais tellement pris de passion pour ce peintre que je me suis dit, mais intéressons-nous au caravagesque espagnol, au rapport entre Caravage et l'Espagne, et donc c'est devenu ma porte d'entrée vers la peinture espagnole, et c'est pourquoi le musée du Louvre, quand il cherchait quelqu'un d'intéressé par la peinture espagnole, m'a engagé d'une certaine manière, et là j'ai étendu mon aire d'expertise au Portugal, qui m'intéresse beaucoup, et à tous les pays hispanophones et lusophones, donc Amérique latine. J'ai fait une exposition mexicaine au Louvre. C'était ma première exposition au Louvre, en fait, était une exposition mexicaine sur l'art mexicain des XVIIe et XVIIIe siècles.
D'accord, formidable. Vous arrivez à un moment très important, un moment clé dans l'histoire de la Hispanic Society of America, puisque vous dirigez des rénovations très importantes. Voulez-vous nous donner juste une petite histoire de cette institution et puis nous décrire la transformation que ces rénovations vont vous permettre d'achever? Avec grand plaisir. C'est une institution qui a été fondée en 1904 par un homme absolument extraordinaire qui s'appelait Archer Huntington. Sa famille était originaire de la côte ouest, mais il était installé à New York et il s'est pris de passion pour l'Espagne et toutes les cultures liées à l'Espagne, donc tout le monde hispanique au sens le plus large du terme. Et il a voulu rassembler ici à New York, d'abord c'était sa propre collection, puis il a voulu en faire un musée, autant de matériel qu'il pouvait rassembler qui parlait de ces cultures, qui parlait de l'art, mais pas seulement de l'art au sens des beaux-arts, aussi véritablement la question des coutumes, la question des traditions, la question de documenter l'Espagne qu'il avait vue afin que l'on se souvienne de ce qu'était l'Espagne à ce moment-là. Et à partir de l'Espagne, il a élargi son champ d'intérêt à tous les mondes hispaniques. Donc c'est une institution qui s'est développée entre 1904 et 1928, quand la galerie Sorolla a été construite, et puis qui n'a pas cessé de s'enrichir depuis. Lui est mort en 1955. Il y a eu 2 directeurs ensuite, et je suis le 3e directeur. Donc, parce que les directeurs restent longtemps. C'est un endroit qui apparemment est très, très attachant, donc on s'y attache et on y reste longtemps. Mais cela étant dit, au cours des années, les musées ont également changé d'objectifs, de stratégie, de manière d'engager avec la communauté et les bâtiments ont vieilli. Donc il est arrivé le moment où il faut entreprendre une grande campagne de rénovation de ces bâtiments. L'institution, par ailleurs, s'est élargie puisqu'elle a acquis le bâtiment qui lui était adjacent, l'ancien musée des Amérindiens, qui, The Native American Museum, a été acquis par la Hispanic Society à la fin des années 90. Et donc maintenant, on a ce grand bâtiment qui va nous permettre d'accomplir le grand dessein de Huntington et aussi de répondre mieux aux exigences et attentes de la société contemporaine. Donc l'idée est véritablement de conduire ce grand chantier, donc d'avoir un espace pour les expositions permanentes et les rotations de la collection dans ce East Building, d'avoir ce Main Building magnifique avec son patio pour un peu symboliser le cœur, l'âme de la Hispanic Society, la Sorolla Gallery juste à côté. Et puis en face, ce que nous voyons par la fenêtre d'ici, c'est le North Building qui va être l'endroit où nous allons, dont on se sert comme stockage, comme réserve, spécialement pour la bibliothèque, puisque nous avons une bibliothèque gigantesque, la plus importante ressource sur les mondes hispaniques en dehors d'Espagne. Étant donné la fin des restrictions à cause du Covid, quels vont être vos projets pour faire mieux connaître le musée, pour attirer les jeunes, la communauté, des touristes et surtout des touristes venant d'Alsace? Alors, je suis ravi que vous me posiez cette question. En fait, on va commencer à réouvrir. Là, à la fin du mois de mai, on va réouvrir la Broadway Terrace, qui est la terrasse la plus proche de Broadway, et on va avoir une exposition d'artistes du quartier, muralistes, donc des murs avec des graffitis qui vont raconter l'histoire de l'immigration latino-américaine dans Upper Manhattan. On va ouvrir très rapidement aussi un premier espace d'exposition dans le East Building. On va pouvoir organiser des expositions sur le quartier. On va par exemple avoir une exposition de photos sur In the Heights, le musical et le film qui va sortir très bientôt, début juin. Et puis ensuite, on aura des rotations de la collection, on aura des expositions temporaires qui vont avoir lieu ici. Donc ça va s'adresser à la fois à la communauté extrêmement locale, aux New-Yorkais de manière générale, et puis bien sûr
aux touristes. Alors pour les Alsaciens, j'ai un plan, et je ne peux pas trop en parler parce que c'est très secret, mais l'idée est absolument de mettre une coiffe sur la statue du Cid Campeador et d'accommoder des nids pour les cigognes un peu partout. Et je travaille avec Annabelle Seldorf, qui est notre architecte, mais qui est aussi d'origine germanique, donc elle est tout à fait réceptive à ça, à mettre des colombages partout sur les façades. Donc voilà, on a déjà commandé le Kelch et tout cela est en train de se mettre en place très vite, mais surtout il faut que ça reste entre nous. L'Alsace is taking over. D'accord. Ben, je garde le secret. Merci beaucoup. Au nom de l'Union alsacienne de New York, Guillaume, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé de votre temps et je voudrais vous inviter à notre gala pour célébrer la 150e anniversaire de l'Union alsacienne de New York, gala qui aura lieu l'année prochaine. Et puis, on espère que vous deviendrez membre actif de notre Union alsacienne de New York. Avec très très grand plaisir, absolument.